Rudyard Kipling, Le livre de la jungle. Chapitre 1. Les frères de Mowgli. Chil le vautour amène à nous la nuit, que Mang la chauve-souris délivre. Dorment les troupeaux dans l'étable clos, la terre est à nous, l'ombre la livre. C'est l'heure du soir, orgueil et pouvoir, à la serre, le croc et l'ongle. Nous entendez-vous? Bonne chasse à tous, qui gardez la loi de la jungle. Chanson de nuit dans la jungle. Il était 7 heures, et la soirée était très chaude sur les collines de Seoni, quand Père Loup s'éveilla de son somme journalier, se gratta, bâilla et détendit ses pattes l'une après l'autre, pour chasser la sensation de paresse qu'il sentait encore à leurs extrémités. Mère Louve était étendue, son gros nez gris tombait parmi ses 4 petits, qui se culbutaient et criaient, et la lune luisait par l'ouverture de la caverne où ils vivaient tous. « Aouh !» dit Père Loup. « Il est temps de se remettre en chasse. » Et il allait s'élancer vers le fond de la vallée, quand une petite ombre, à queue touffue, barra l'ouverture et jappa. « Bonne chance, ô chef des loups, bonne chance, et forte dents blanches aux nobles enfants. Puissent-ils n'oublier jamais en ce monde ceux qui ont faim. » C'était le chacal, Tabaqui le lèche-plat. Les loups de l'Inde méprisent Tabaqui, parce qu'il rôde en faisant du grabuge, colportant des histoires et mangeant des chiffons et des morceaux de cuir dans les tas d'ordures aux portes des villages. Mais ils ont peur de lui aussi, parce que Tabaqui, plus que tout autre dans la jungle, peut attraper la rage. Il oublie alors qu'il ait jamais eu peur, et il court à travers la forêt, mordant tout ce qu'il trouve sur sa route. Le tigre même se sauve et se cache lorsque le petit Tabaqui devient enragé, car la rage est la chose la plus honteuse qui puisse surprendre un animal sauvage. Nous l'appelons hydrophobie, mais eux l'appellent diwani, la folie, et il se sauve. « Entre alors et cherche, dit Père Loup avec raideur, mais il n'y a rien à manger ici. »« Pour un loup, non, certes, dit Tabaqui, mais pour un aussi mince personnage que moi, un os sec est un festin. Que sommes-nous donc, nous autres Guidurlouk, le peuple chacal, pour trier et choisir? Il obliqua vers le fond de la caverne, et y trouva un os de chevreuil où restaient quelques viandes, s'assit et en fit craquer le bout avec joie. « Merci pour ce bon repas, dit-il en se léchant les lèvres. Qu'ils sont beaux, les nobles enfants, quels grands yeux, et si jeunes, pourtant. Je devrais me rappeler, en effet, que les enfants des rois sont de vrais adultes dès leur naissance. Or, Tabaqui savait bien que rien ne porte davantage malheur que de faire des compliments aux enfants devant eux. Il prit plaisir à voir que mère et père loup semblaient gênés. Tabaqui resta un moment, en repos, en se réjouissant du mal qu'il venait de faire. Puis il reprit avec ruse. « Shere Khan, le grand, a changé de terrain de chasse. Il va chasser sur ces collines, à la prochaine lune, m'a-t-il dit. » Shere Khan était le tigre qui habitait près de la rivière, le Waïgunga, à 20 milles plus loin. « Il n'en a pas le droit, commença Père Loup avec colère. La loi de la jungle dit qu'il n'a pas le droit de changer ses quartiers sans nous en avertir comme il est dû. Il effraiera tout le gibier, à 10 milles à la ronde. Et moi j'ai à tuer pour ces temps-ci. Sa mère ne l'a pas appelé Lungri, les boiteux, pour rien, dit Mère Louve tranquillement. Il est boiteux d'un pied depuis sa naissance. C'est pourquoi il n'a jamais pu tuer que des animaux d'élevage. À présent, les villageois de la Waïgunga sont en colère contre lui, et il vient irriter les nôtres. Ils fouilleront la jungle à sa recherche. Il sera loin, mais nous et nos enfants, il nous faudra courir quand on enflammera l'herbe. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Shere Khan. Lui parlerai-je de votre reconnaissance dit Tabaqui. Oust jappa brusquement Père Loup. Va-t'en chasser avec ton maître. Tu as fait assez de mal pour une nuit. Je m'en vais, dit Tabaqui tranquillement. Vous pouvez entendre Shere Khan en bas dans les fourrés. J'aurais pu ne pas transmettre le message. Père Loup écouta. En bas,
dans la vallée qui descendait vers une petite rivière, il entendit la plainte dure, irritée, hargneuse et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. « L'imbécile !» dit Père Loup. « Commencer un travail de nuit par un vacarme pareil. Pense-t-il que nos chevreuils sont comme ces veaux gras de la Waïgunga ? » ?»« Chut ! Ce n'est ni bœuf ni chevreuil qu'il chasse cette nuit, dit Merlouve. C'est l'homme. » La plainte s'était changée en une sorte de ronron bourdonnant qui semblait venir de chaque point de l'étendue. C'était le bruit qui perd les bûcherons et les nomades dormant à la belle étoile, et les fait courir quelquefois dans la gueule même du tigre. « L'homme » dit Père Loup, en montrant toutes ses dents blanches. « Pff, n'y a-t-il pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes qu'il lui faille manger l'homme, et sur notre terrain encore ?» La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête de manger l'homme, sauf lorsqu'elle tue, pour montrer à ses enfants comment on tue. Dans ce cas, on doit chasser hors des réserves de son clan ou de sa tribu. En vérité, le meurtre de l'homme signifie, tôt ou tard, une invasion d'hommes blancs armés de fusils et montés sur des éléphants, et d'hommes bruns par centaines, munis de gongs, de fusées et de torches. Alors tout le monde souffre dans la jungle. La raison que les bêtes se donnent entre elles, c'est que, l'homme étant le plus faible et le plus désarmé des vivants, il est indigne d'un chasseur d'y toucher. Ils disent aussi, et c'est vrai, que les mangeurs d'hommes attrapent la gale et qu'ils perdent leurs dents. Le ronron grandit et se résolut dans le « Arrrr » à pleine gorge du tigre qui charge. Alors il y eut un hurlement bizarre, indigne d'un tigre, poussé par Shere Khan. « Il a manqué son coup, » dit Merlouve. « Qu'est-ce que c'est ?» Père Loup courut à quelques pas de l'entrée. Il entendit Shere Khan grommeler sauvagement, tout en se démenant dans la brousse. « L'imbécile a sauté sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds, » dit Père Loup en grognant. « Tabaki est avec lui. »« Quelque chose monte la colline, » dit Merlouve en dressant une oreille. « Tiens-toi prêt. » Il y eut un petit froissement de buisson dans le fourré. Père Loup, ses hanches sous lui, se ramassa, prêt à sauter. Alors, si vous aviez été là, vous auriez vu la chose la plus étonnante du monde. Le loup arrêtait à mi-bond. Il prit son élan avant de savoir ce qu'il visait, puis il essaya de se retenir. Il en résulta un saut de 4 ou 5 pieds, droit en l'air, d'où il retomba presque au même point du sol qu'il avait quitté. « Un homme !» dit-il d'un ton sec. « Un petit homme ! Regarde !» En effet, devant lui, s'appuyant à une branche basse, se tenait un bébé, brun, tout nu, qui pouvait à peine marcher, le plus doux et potelé petit atome qui fût jamais venu, la nuit, à la caverne d'un loup. Il leva les yeux pour regarder Père Loup en face et se mit à rire. « Est-ce un petit homme ?» dit Merlouve. « Je n'en ai jamais vu. Apporte-le ici. » Un loup, habitué à transporter ses propres petits, peut très bien, s'il est nécessaire, prendre dans sa gueule un œuf sans le briser. Quoique les mâchoires de Père Loup se fussent refermées complètement sur le dos de l'enfant, pas une dent n'égratigna la peau lorsqu'il le déposa au milieu de ses petits. « Qu'il est mignon, qu'il est nu, et qu'il est courageux !» dit avec douceur Merlouve. Le bébé se poussait, entre les petits, contre la chaleur du flanc tiède. « Ah, ah, il prend son repas avec les autres. Ainsi c'est un petit homme. A-t-il jamais existé une louve qui pût se vanter de compter un petit homme parmi ses enfants ? J'ai parfois entendu parler de semblables choses, mais pas dans notre clan ni de mon temps, dit Père Loup. Il n'a pas un poil et je ne pourrais le tuer en le touchant du pied. Mais voyez, il me regarde et n'a pas peur. » Le clair de lune s'éteignit à l'entrée de la caverne, car la grosse tête carrée et les fortes épaules de Shere Khan en bloquaient l'ouverture et tentaient d'y pénétrer. Tabaki, derrière lui, piaulait. « Monseigneur, il est entré ici !» « Shere Khan nous fait un grand honneur, »
dit Père Loup, les yeux mauvais. Que veut Shere-Khan? Ma proie. Un petit homme a pris ce chemin. Ses parents se sont enfuis. Donnez-le-moi. Shere-Khan avait sauté sur le feu d'un campement de bûcherons, comme l'avait dit Père Loup, et la brûlure de ses pattes le rendait furieux. Mais Père Loup savait l'ouverture de la caverne trop étroite pour un tigre. Même où il se tenait, les épaules et les pattes de Shere-Khan étaient resserrées par le manque de place, comme les membres d'un homme qui tenterait de combattre dans un tonneau. Les loups sont un peuple libre, dit Père Loup. Ils ne prennent d'ordre que du conseil supérieur du clan, et non point d'aucun tueur de bœuf plus ou moins rayé. Le petit dôme est à nous, et nous le tuerons si nous en avons envie. Envie ou pas envie, quel langage est-ce là? Par le taureau que j'ai tué, dois-je attendre le nez dans votre repère de chien lorsqu'il s'agit de mon dû le plus strict? C'est moi, Shere-Khan, qui parle. Le rugissement du tigre emplit la caverne de son tonnerre. Mère Louve secoua les petits de son flanc et s'élança, ses yeux comme deux lunes vertes dans les ténèbres, fixés sur les yeux flambants de Shere-Khan. Et c'est moi, Raksha, le démon, qui vais te répondre. Le petit homme est à moi, Lungri, à moi seul. Il ne sera pas tué. Il vivra pour courir avec le clan et pour chasser avec le clan. Et prends-y garde, chasseur de tout petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons. Il te fera la chasse à toi. Maintenant sors d'ici, ou par le sambar que j'ai tué, car moi je ne me nourris pas de bétail, mort de faim. Tu retourneras à ta mère, bête brûlée de la jungle, plus boiteux que jamais tu n'es venu au monde. Va-t'en. Père Loup leva les yeux, stupéfait. Il ne se souvenait plus des jours où il avait conquis Mère Louve, en combat loyal contre 5 autres loups, au temps où, dans les expéditions du clan, ce n'était pas par pure politesse qu'on l'appelait le démon. Shere-Khan aurait pu tenir tête à Père Loup, mais il ne pouvait s'attaquer à Mère Louve, car il savait que dans la position où il était, elle gardait tout l'avantage du terrain, et qu'elle combattait à mort. Aussi se recula-t-il, hors de l'ouverture, en grondant. Et, quand il fut à l'air libre, il cria. « Chaque chien aboie dans sa propre cour. Nous verrons ce que dira le clan. Comment il prendra le fait que tu élèves ce petit homme? Le petit est à moi, et sous ma dent il faudra bien qu'à la fin il tombe, ô voleur de queue touffue. » Mère Louve se laissa retomber, haletante, parmi les petits, et Père Loup lui dit gravement. « Là, Shere-Khan a raison, le petit doit être montré au clan. Veux-tu encore le garder, mère ?» Elle souffla. « Si je veux le garder? Il est venu tout nu, la nuit, seul et mourant de faim, et il n'avait même pas peur. Regarde, il a déjà poussé un de nos bébés de côté. Et ce boucher boiteux l'aurait tué, et se serait sauvé ensuite vers la Waingunga, tandis que les villageois se seraient vengés en nous pourchassant dans nos tanières. Si je le garde? Assurément je le garde. Couche-toi là, petite grenouille. Ô toi, Mowgli, car Mowgli la grenouille, je veux t'appeler. Le temps viendra où tu pourchasseras Shere-Khan comme il t'a pourchassé. Mais que dira notre clan? Dit Père Loup. La loi de la jungle établit très clairement que chaque loup peut, lorsqu'il se marie, se retirer du clan auquel il appartient. Mais aussitôt que ses petits sont assez âgés pour se tenir sur leurs pattes, il doit les amener au conseil du clan, qui se réunit généralement une fois par mois, à la pleine lune, afin que les autres loups puissent les identifier. Après cet examen, les petits sont libres de courir où il leur plaît, et, jusqu'à ce qu'ils aient tué leur premier chevreuil, aucune excuse ne saurait être acceptée si un loup adulte tue l'un des petits. Le châtiment est la mort pour le meurtrier, où qu'on le trouve, et si vous réfléchissez une minute, vous verrez qu'il doit en être ainsi. Père Loup attendit jusqu'à ce que ses petits puissent courir un peu, et alors, la nuit de l'assemblée, il les emmena avec Mowgli et Mère Louve au rocher du conseil, un sommet de collines couvert de pierres et de galets, où une centaine de loups pouvaient s'isoler. Akela, le grand loup gris solitaire, que sa force et sa ruse avaient mis à la tête du clan, était étendu de toute sa longueur sur sa pierre. Un peu au-dessous de lui étaient assis plus de 40 loups de toutes les tailles et de toutes les couleurs, depuis les vétérans, couleur de blaireau, qui pouvaient, à eux seuls, tuer un chevreuil,
jusqu'au jeune loup noir de 3 ans qui s'en croyait capable. Le loup solitaire était à leur tête depuis 1 an maintenant. Au temps de sa jeunesse, il était tombé 2 fois dans un piège à loup, et une autre fois, il avait été assommé et laissé pour mort. Aussi connaissait-il les manières et les coutumes des hommes. On causait fort peu sur le rocher. Les petits se poussaient au centre du cercle où siégeaient leur mère et leur père, et de temps en temps, un loup plus âgé se dirigeait tranquillement vers un petit, le regardait avec attention et regagnait sa place à pas silencieux. Parfois, une mère poussait son petit en plein clair de lune, pour être sûre qu'il n'était point passé inaperçu. Akela, de son côté, criait « Vous connaissez la loi, vous connaissez la loi. Regardez bien, ô loup !» Et les mères reprenaient le cri « Regardez, regardez bien, ô loup !» À la fin, et Mère Louve sentit se hérisser les poils de son cou lorsqu'arriva ce moment, Père Loup poussa Mowgli la grenouille, comme il l'appelait, au milieu du cercle, où il resta par terre à rire et à jouer avec les cailloux qui scintillaient dans le clair de lune. Akela ne leva pas sa tête d'entre ses pattes, mais continua le cri monotone. « Regardez bien !» Un rugissement sourd partit de derrière les rochers. La voix de Shere Khan criait « Le petit est à moi, donnez-le-moi. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Akela ne remua même pas les oreilles. Il dit simplement « Regardez bien, ô loup, le peuple libre, qu'a-t-il à faire des ordres qui ne proviennent pas d'un de ses membres? Regardez bien. » Il y eut un chœur de sourds grognements, et un jeune loup de 4 ans, tourné vers Akela, répéta la question de Shere Khan. « Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Or, la loi de la jungle, en cas de dispute au sujet de l'acceptation d'un petit dans le clan, exige que 2 membres au moins du clan, à l'exception de son père et de sa mère, prennent la parole en sa faveur. « Qui parle en faveur de ce petit ?» dit Akela. « Quel membre du peuple libre va parler ?» Il n'y eut pas de réponse. Et Mère Louve s'apprêtait pour ce qui serait son dernier combat. Elle le savait bien, s'il fallait en venir à combattre. Alors, le seul étranger qui soit admis au conseil du clan, Balou, l'ours brun endormi, qui enseigne aux petits la loi de la jungle, le vieux Balou, qui peut aller et venir partout où il lui plaît, parce qu'il mange uniquement des noix, des racines et du miel, s'assit et grogna. « Le petit dôme, dit-il. « C'est moi qui parle en faveur du petit dôme. Il n'y a rien de mauvais dans un petit dôme. Je n'ai pas le don de la parole, mais je dis la vérité. Laissez-le courir avec le clan, et qu'on l'enrôle parmi les autres. C'est moi-même qui lui donnerai des leçons. » « Nous avons encore besoin d'une autre voix, dit Akela. Balou a parlé, et c'est le professeur de nos petits. Qui parle avec Balou ? Une ombre s'abattit au milieu du cercle. C'était Bagheera, la panthère noire. Sa robe est tout entière noire, comme l'encre, mais les marques de la panthère y affleurent à la lumière, comme des reflets de soie. Chacun connaissait Bagheera, et personne n'osait aller contre sa volonté, car elle était aussi rusée que Tabaqui, aussi hardie que le buffle sauvage et aussi intrépide que l'éléphant blessé. Mais sa voix était plus douce que le miel sauvage qui tombe goutte à goutte des arbres, et sa peau plus douce que le duvet. « Ô Akela et vous, peuple libre, ronronna-t-elle, je n'ai aucun droit dans votre assemblée, mais la loi de la jungle dit que, s'il s'élève un doute, dans une affaire où il ne soit pas question de meurtre, à propos d'un nouveau petit, la vie de ce petit peut être rachetée à un certain prix. Et la loi ne dit pas qui a droit ou non de payer ce prix. Ai-je raison ? » « Bien, bien, firent les jeunes loups qui ont toujours faim. Écoutons Bagheera. Le petit peut être racheté. C'est la loi. Sachant que je n'ai aucun droit de parler ici, je demande votre permission. Parle donc, crièrent 20 voix. Tuer un petit nu est une honte. En outre, il sera plus intéressant à chasser lorsqu'il sera plus âgé. Balou a parlé en sa faveur. Maintenant, à ce qu'a dit Balou, j'ajouterai un taureau, et bien gras, fraîchement tué à demi-mille d'ici à peine, si vous acceptez le petit dôme conformément à la loi. Est-ce difficile à accepter ?
il s'éleva une clameur de voix, disant par vingtaines: « Qu'importe, il mourra sous les pluies de l'hiver, il sera grillé par le soleil, quel mal peut nous faire une grenouille nue? Il court avec le vent. » Où est le taureau, Bagheera? Qu'on l'accepte. Et alors revint l'aboiement profond d'Akela. Regardez bien, ô loup. Mowgli continuait à s'intéresser aux cailloux. Il ne remarqua même pas les loups qui vinrent un à un l'examiner. À la fin, ils descendirent tous la colline à la recherche du taureau mort, et seuls restèrent Akela, Bagheera, Baloo et les loups de la famille de Mowgli. Shere Khan rugissait encore dans la nuit, car il était fort en colère que Mowgli ne lui eût pas été livré. « Oui, tu peux rugir, » dit Bagheera dans ses moustaches, « car le temps viendra où cette petite chose, nue, te fera rugir sur un autre ton, où je ne sais rien de l'homme. »« Nous avons bien fait, » dit Akela. « Les hommes et leurs petits sont très intelligents. Le moment venu, il pourra être utile. »« C'est vrai, » dit Bagheera. « Le moment venu, on pourra en avoir besoin, car personne ne peut espérer toujours conduire le clan. » Akela ne répondit rien. Il pensait au temps qui arrive pour chaque chef de clan, où sa force l'abandonne, et où, plus affaibli de jour en jour, il est tué à la fin par les loups et remplacé par un nouveau chef, promis au même destin. « Emmenez-le, » dit-il à Père Loup, « et dressez-le comme il convient à un membre du peuple libre. » Et c'est ainsi que Mowgli entra dans le clan des loups de Siinu en échange d'un taureau et d'une bonne parole de Baloo. Maintenant, il faut vous donner la peine de sauter 10 ou 11 années entières, et d'imaginer seulement l'étonnante existence que Mowgli mena parmi les loups, parce que, s'il fallait l'écrire, cela remplirait je ne sais combien de livres. Il grandit avec les louveteaux, quoique naturellement ils fussent devenus loups quand lui-même n'était encore pas tout à fait un enfant. Et Père Loup lui enseigna son travail et le sens de toute chose dans la jungle, jusqu'à ce que chaque frémissement de l'herbe, chaque souffle de l'air chaud dans la nuit, chaque intonation des hiboux au-dessus de sa tête, chaque bruit d'écorce égratigné par la chauve-souris se reposant un instant dans l'arbre, chaque saut du plus petit poisson dans la mare, devinrent aussi importants pour lui que pour un homme d'affaires son travail de bureau. Lorsqu'il n'apprenait pas, il s'asseyait au soleil et dormait, puis il mangeait, se réendormait. Lorsqu'il se sentait sale ou qu'il avait trop chaud, il se baignait dans les mares de la forêt. Et lorsqu'il manquait de miel, Baloo lui avait dit que le miel et les noix étaient tout aussi agréables à manger que la viande crue, il grimpait aux arbres pour en chercher. Et Bagheera lui avait montré comment s'y prendre. Elle s'étendait sur une branche et appelait « Viens ici, petit frère !» Mowgli commença par grimper comme fait le paresseux, mais par la suite il osa se lancer à travers les branches presque aussi hardiment que le singe gris. Il prit sa place au rocher du conseil lorsque le clan s'y rassemblait. Et là, il découvrit qu'en regardant fixement un loup quelconque, il pouvait le forcer à baisser les yeux. Ainsi faisait-il pour s'amuser. À d'autres moments, il arrachait les longues épines du poil de ses amis, car les loups souffrent terriblement des épines et de tous les aiguillons qui se logent dans leur fourrure. Il descendait, la nuit, le versant de la montagne, vers les terres cultivées, et regardait avec une grande curiosité les villageois dans leurs huttes. Mais il se méfiait des hommes parce que Bagheera lui avait montré une boîte carrée avec une trappe si habilement cachée dans la jungle qu'il marcha presque dessus, et elle lui avait dit que c'était un piège. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de s'enfoncer avec Bagheera au cœur de la nuit noire et chaude de la forêt, pour dormir tout le long de la lourde journée, et voir, quand venait la nuit, comment Bagheera s'y prenait pour tuer. Elle tuait à droite et à gauche lorsqu'elle avait faim, et Mowgli faisait de même, à une exception près. Aussitôt qu'il eut l'âge de comprendre, Bagheera lui dit qu'il ne devrait jamais toucher au bétail, parce qu'il avait été racheté par le clan au prix de la vie d'un taureau. « La jungle t'appartient, » dit Bagheera, « et tu peux y tuer tout ce que tu es assez fort pour tuer. Mais en souvenir du taureau qui a permis de te racheter,
Tu ne dois jamais tuer, ni manger de bétail, jeune ou vieux. C'est la loi de la jungle. Mowgli la respecta fidèlement. Il grandit ainsi et devint fort, comme le devient naturellement un garçon qui ne se rend pas compte qu'il apprend quoi que ce soit et n'a à s'occuper de rien dans la vie que de trouver à manger. Mère Louve lui dit, une fois ou deux, que Shere Khan n'était pas un être digne de confiance, et qu'un jour il lui faudrait tuer Shere Khan. Et sans doute un jeune loup se fut rappelé cet avis à chaque heure de sa vie, mais Mowgli l'oublia parce qu'il n'était qu'un petit garçon, et pourtant il se serait donné à lui-même le nom de loup s'il avait su parler n'importe quelle langue humaine. Shere Khan se trouvait toujours sur son chemin dans la jungle. À mesure que le chef Akela prenait de l'âge et s'affaiblissait, le tigre boiteux était devenu très ami avec les plus jeunes loups de la tribu qui le suivaient pour avoir ses restes, chose que jamais Akela n'aurait permise s'il avait osé faire preuve de plus d'autorité. En outre, Shere Khan les flattait. Il s'étonnait que de jeunes chasseurs si doués fussent satisfaits de se laisser conduire par un loup moribond et par un petit homme. « On me raconte, disait Shere Khan, que vous autres au conseil, vous n'osez pas le regarder droit dans les yeux. » Et les jeunes loups grondaient et hérissaient leur dos. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout, l'apprit et, une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Et Mowgli riait et répondait « J'ai pour moi le clan. Je vous ai toi et Balou. Bien qu'il soit si paresseux, il donnerait bien un coup de patte ou deux en mon honneur. Pourquoi m'effraierais-je » Ce fut un jour de grande chaleur qu'une idée, née de quelques propos entendus, se forma dans le cerveau de Bagheera. Peut-être était-ce Saï, le porc-épic, qui lui avait parlé de la chose. En tout cas, elle dit à Mowgli, comme ils étaient au plus profond de la jungle, et que le petit garçon était couché, la tête sur la belle fourrure noire de la panthère. « Petit frère, combien de fois t'ai-je averti que Shere Khan est ton ennemi ?»« Autant de fois qu'il y a de noix sur cette palme, » déclara Mowgli, qui naturellement ne savait pas compter. « Et puis après, j'ai sommeil, Bagheera, et Shere Khan est tout en queue et en cris, comme mort le paon. Mais ce n'est pas le moment de dormir. Balou le sait, je le sais aussi, tout le clan le sait, et même ces imbéciles de daims le savent. Tabaqui te l'a dit lui-même. »« Oh, oh, dit Mowgli. Tabaqui est venu à moi il n'y a pas longtemps pour me dire de façon grossière que j'étais un petit dôme, un petit nu, pas même bon à déterrer les truffes. Mais j'ai pris Tabaqui par la queue et l'ai cogné à 2 reprises contre un palmier pour lui apprendre de meilleures manières. C'était une sottise. Car si Tabaqui est un faiseur de ragots, il n'en voulait pas moins te parler d'une chose qui te touche de près. Ouvre donc ces yeux-là, petit frère. Shere Khan n'ose pas te tuer dans la jungle, mais rappelle-toi bien qu'Akela est très vieux, que bientôt viendra le jour où il ne pourra plus tuer son chevreuil, et qu'alors il ne conduira plus le clan. Beaucoup des loups qui t'examinèrent quand tu fus présenté au conseil sont vieux maintenant, eux aussi. Et les jeunes loups pensent, Shere Khan leur a fait la leçon, qu'un petit homme n'est pas à sa place dans le clan. Bientôt tu seras un homme. Et que serait donc un homme qui ne courrait pas avec ses frères ? Dit Mowgli. Je suis né dans la jungle. J'ai obéi à la loi de la jungle. Et il n'y a pas un de nos loups des pattes duquel je n'ai tiré une épine. Ils sont bien mes frères. Bagheera s'étendit de toute sa longueur et ferma les yeux à demi. Petit frère, mets ta main sous ma mâchoire. Mowgli avança sa forte main brune et, juste sous le menton soyeux de Bagheera, où les formidables muscles roulaient, dissimulés dans la fourrure lustrée, il sentit une petite place nue. Il n'y a personne dans la jungle qui sache que moi, Bagheera, je porte cette marque, la marque du collier. Et pourtant, petit frère, je suis né parmi les hommes, et c'est parmi les hommes que ma mère mourut, dans les cages du palais royal, à Haut-des-Pours. C'est à cause de cela que j'ai payé le prix au conseil quand tu étais un pauvre petit tout nu. Oui, moi aussi, je naquis parmi les hommes. Je n'avais jamais vu la jungle. On m'a nourri derrière des barreaux, dans une marmite de fer. Mais une nuit, je sentis que j'étais Bagheera la panthère, et non pas un jouet pour les hommes. Je brisai la misérable serrure d'un coup de patte, et m'en allai. Puis, comme j'avais appris les manières des hommes, je devins plus terrible dans la jungle que Shere Khan, n'est-il pas vrai ? Oui, dit Mowgli. Toute la jungle craint Bagheera.
toute la jungle, sauf Mowgli. Oh, toi, tu es un petit homme, dit la panthère noire avec une infinie tendresse. Et de même que je suis retournée à ma jungle, ainsi tu dois à la fin retourner aux hommes qui sont tes frères, si tu n'es point d'abord tué au conseil. Mais pourquoi quelqu'un désirerait-il me tuer répliqua Mowgli. Regarde-moi, dit Bagheera. Et Mowgli la regarda fixement, entre ses yeux. La grande panthère tourna la tête au bout d'une demi-minute. Voilà pourquoi, dit-elle en croisant ses pattes sur les feuilles. Moi-même je ne peux te regarder droit dans les yeux, et pourtant je suis née parmi les hommes, et je t'aime, petit frère. Les autres, ils te haïssent, parce que leurs yeux ne peuvent pas rencontrer ton regard, parce que tu es sage, parce que tu as tiré de leurs pieds les épines, parce que tu es un homme. Je ne savais pas ces choses, dit Mowgli d'un ton boudeur, et il fronça ses lourds sourcils noirs. Qu'est-ce que la loi de la jungle? Frappe d'abord et donne de la voix. À ton insouciance même, il voit que tu es un homme. Mais sois prudent. J'ai au cœur une certitude. La première fois que le vieil Akela manquera sa proie, et chaque jour il a plus de peine à agrafer son chevreuil, le clan se tournera contre lui et contre toi. Ils tiendront une assemblée sur le rocher. Et alors, j'y suis, dit Bagheera en se leva d'un bond. Descends vite aux huttes des hommes, dans la vallée, et prends-y un peu de la fleur rouge qu'ils y font pousser. Ainsi, quand le moment sera venu, auras-tu un allié plus fort même que moi, ou Balou, ou ceux de la tribu qui t'aiment. Va chercher la fleur rouge. Par fleur rouge, Bagheera voulait dire du feu. Mais aucune créature de la jungle n'appelait le feu par son vrai nom. Chaque bête en éprouve toute sa vie une crainte mortelle, et invente 100 manières de le décrire sans le nommer. La fleur rouge, dit Mowgli. Cela pousse au crépuscule auprès de leur hutte. J'irai en chercher. Voilà bien le petit homme qui parle, dit Bagheera avec orgueil. Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. Prends-en un rapidement et garde-le avec toi pour le moment où tu en auras besoin. Bon, dit Mowgli, j'y vais. Mais es-tu sûr, ô ma Bagheera? Il passa son bras autour du cou splendide et plongea son regard au fond des grands yeux. Es-tu sûr que tout cela soit l'œuvre de Shere Khan? Par la serrure brisée qui me délivra, j'en ai la certitude, petit frère. Alors, par le taureau qui me racheta, je paierai à Shere Khan ce que je lui dois, honnêtement. Il se peut même qu'il reçoive un peu plus que son compte. Et Mowgli partit d'un bond. Voilà l'homme, voilà bien l'homme, se dit la panthère à elle-même en se recouchant. Oh, Shere Khan, tu n'as jamais fait chasse plus dangereuse que cette chasse à la grenouille il y a 10 ans. Mowgli était déjà loin parmi la forêt, trottant rapidement, et il sentait son cœur tout chaud dans sa poitrine. Il arriva à la caverne au moment où s'élevait le brouillard du soir. Il reprit haleine et regarda en bas, dans la vallée. Les petits loups étaient sortis, mais la mère, au fond de la caverne, comprit, à son souffle, que quelque chose troublait sa grenouille. « Qu'y a-t-il, fils » dit-elle. « Des potins de chauve-souris à propos de Shere Khan, répondit-il. Je chasse en terre labourée ce soir. Et il plongea dans les broussailles pour gagner le cours d'eau tout au fond de la vallée. Là, il s'arrêta, car il entendit les cris du clan en chasse. Il entendit meugler un sambar traqué, le râle de la bête aux abois. Puis montèrent des hurlements moqueurs et méchants. C'étaient les jeunes loups. Akela, Akela, que le loup solitaire montre sa force. Place au chef du clan. Saute, Akela. Le loup solitaire dut sauter et manquer sa prise, car Mowgli entendit le claquement de ses dents et un glapissement, lorsque le sambar, avec ses pieds de devant, le culbuta. Il ne resta pas à en écouter davantage, mais s'élança en avant, et les cris s'affaiblirent derrière lui à mesure qu'il se hâtait vers les terres cultivées où demeuraient les villageois. Bagheera disait vrai, souffla-t-il, en se blottissant parmi le fourrage amoncelé sous la fenêtre d'une hutte. Demain, c'est le jour d'Akela et le mien. Alors, il appuya son visage contre la fenêtre et observa le feu sur l'âtre. Il vit la femme du laboureur se lever pendant la nuit et nourrir la flamme avec des mottes noires. Et quand vint le matin, à l'heure où blanchit la brume froide, il vit l'enfant de l'homme prendre une corbeille d'osier garnie de terre à l'intérieur, l'emplir de charbon rouge,
l'enrouler dans sa couverture et s'en aller garder les vaches. « N'est-ce que cela ?» dit Mowgli. « Si un enfant peut le faire, je n'ai rien à craindre. » Il tourna le coin de la maison, rencontra le garçon nez à nez, lui arracha le feu des mains et disparut dans le brouillard, tandis que l'autre hurlait de frayeur. « Ils sont tout à fait semblables à moi, » dit Mowgli en soufflant sur le pot de braise, comme il l'avait vu faire à la ferme. « Cette chose mourra si je ne lui donne rien à manger. » Et il jeta quelques brindilles et des morceaux d'écorce sèche sur la chose rouge. À mi-pente, il rencontra Bagheera, sur la fourrure de laquelle la rosée du matin brillait comme des pierres de lune. « Akela a manqué son coup, dit la panthère. Ils l'auraient tué la nuit dernière, mais ils le te voulaient aussi. Ils t'ont cherché sur la colline. J'étais dans les terres labourées, je suis prêt, vois. Mowgli lui tendit le pot plein de feu. Bien. À présent, j'ai vu les hommes jeter une branche sèche dans cette chose, et aussitôt la fleur rouge s'épanouissait au bout. Est-ce que tu n'as pas peur? Non. Pourquoi aurais-je peur? Je me rappelle maintenant, si ce n'est pas un rêve, qu'avant d'être un loup, je me couchais près de la fleur rouge et qu'il y faisait chaud et bon. Tout ce jour-là, Mowgli resta assis dans la caverne, veillant sur son pot de braise, et y enfonça des branches sèches pour voir comment elles brûlaient. Il chercha et trouva une branche qui lui parut convenir. Et, le soir, quand Tabaqui vint à la caverne lui dire assez rudement qu'on le demandait au rocher du conseil, il se mit à rire jusqu'à ce que Tabaqui s'enfuit. Et Mowgli se rendit au conseil, toujours riant. Akela le solitaire était couché à côté de sa pierre pour montrer que sa succession était ouverte, et Shere Khan, avec sa suite de loups, nourris de restes, se promenait de long en large, objet de visible flatterie. Bagheera était couché à côté de Mowgli, et l'enfant tenait le pot de braise entre ses genoux. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Shere Khan prit la parole, chose qu'il n'aurait jamais osé faire au beau jour d'Akela. « Il n'a pas le droit, » murmura Bagheera. « Dis-le, c'est un fils de chien. Il aura peur. » Mowgli sauta sur ses pieds. « Peuple libre !» s'écria-t-il. « Est-ce que Shere Khan est notre chef? Qu'est-ce qu'un tigre peut avoir à faire avec la direction du clan? » Voyons que la succession était ouverte, et comme on m'avait prié de parler, commença Shere Khan. « Qui t'en avait prié ?» fit Mowgli. « Sommes-nous tous des chacals pour flatter ce boucher? La direction du clan regarde le clan seul. » Il y eut des hurlements. « Silence, toi, petit homme! Laissez-le parler, il a respecté notre loi. » Et à la fin, les anciens du clan tonnèrent. « Laissez parler le loup mort. » Lorsqu'un chef de clan a manqué sa proie, on l'appelle le loup mort, aussi longtemps qu'il lui reste à vivre, ce qui n'est pas long. Akela souleva sa vieille tête avec lassitude. « Peuple libre, et vous aussi, chacal de Shere Khan, pendant 12 saisons, je vous ai conduit à la chasse, et vous en ai ramené. Et pendant tout ce temps, nul de vous n'a été pris au piège, ni estropié. Je viens de manquer ma proie. Vous savez comment on a comploté contre moi. Vous savez comment on m'a mené à un jeune chevreuil pour montrer ma faiblesse. Cela a été astucieux. Vous avez maintenant le droit de me tuer sur le rocher du conseil. C'est pourquoi je demande, qui vient achever le loup solitaire? Car c'est mon droit, comme le dit la loi de la jungle, de vous recevoir un par un. » Il y eut un long silence. Aucun loup ne se souciait d'un duel à mort avec le solitaire. Alors Shere Khan rugit. « Bah, qu'avons-nous à faire avec ce vieil édenté? Il est condamné à mort. C'est le petit homme qui a vécu trop longtemps. Peuple libre, il fut ma proie dès le commencement. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette folie d'homme-loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici et ne vous laisserai pas un os. C'est un homme, un enfant d'homme, et, dans la moelle de mes os, je le hais. » Alors, plus de la moitié du clan hurla. « Un homme? Un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous? Qu'il s'en aille avec ses semblables. » « Pour qu'il retourne contre nous tout le peuple des villages? » vociféra Shere Khan. « Non, non, donnez-le-moi. C'est un homme et aucun de nous ne peut le regarder droit dans les yeux. » Akela leva de nouveau la tête et dit
Il a partagé notre curé. Il a dormi avec nous. Il a rabattu le gibier pour nous. Il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Et moi, je l'ai payé le prix d'un taureau lorsqu'il fut accepté. Un taureau, c'est peu de choses, mais l'honneur de Bagheera vaut peut-être une bataille, dit Bagheera de sa voix la plus onctueuse. Un taureau payé voilà 10 ans, grogna l'assemblée. Que nous importent des os qui ont 10 ans? Et une promesse, fit Bagheera en relevant sa lèvre sur ses dents blanches. Ah, on fait bien de vous nommer le peuple libre. Nul petit homme ne doit courir avec le peuple de la jungle, rugit Shere Khan. Donnez-le-moi. Il est notre frère en tout, sauf par le sang, poursuivit Akela. Et vous le tueriez ici. En vérité, j'ai vécu trop longtemps. Quelques-uns d'entre vous sont des mangeurs de bétail, et j'ai entendu dire que d'autres, suivant les leçons de Shere Khan, vont par la nuit noire enlever des enfants aux portes des villageois. Donc je sais que vous êtes lâches, et c'est à des lâches que je parle. Il est certain que je dois mourir, et ma vie ne vaut plus grand-chose. Autrement, je l'offrirais pour celle du petit homme. Mais, afin de sauver l'honneur du clan, presque rien apparemment, puisqu'à force de vivre sans chef, vous l'avez oublié. Je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez les siens, à ne pas montrer une dent lorsque le moment sera venu pour moi de mourir. Je mourrai sans me défendre. Le clan y gagnera au moins 3 existences. Je ne peux faire plus. Mais si vous y consentez, je peux vous épargner la honte de tuer un frère auquel on ne saurait reprocher aucun tort. Un frère qui fut réclamé, acheté, pour être admis dans le clan, suivant la loi de la jungle. « C'est un homme! Un homme! Un homme !» gronda l'assemblée. Et la plupart des loups firent mine de se grouper autour de Shere Khan, dont la queue se mit à frapper les flancs. « À présent, l'affaire est entre tes mains, dit Bagheera à Mowgli. Nous autres, nous ne pouvons plus rien faire que nous battre. » Mowgli se leva, le pot de braise dans les mains, puis il s'étira et bâilla au nez du conseil. Mais il était plein de rage et de chagrin, car, en loups qu'ils étaient, ils ne lui avaient jamais dit combien ils le haïssaient. « Écoutez, il n'y a pas besoin de jacasser comme des chiens, vous m'avez trop souvent dit cette nuit que je suis un homme. Et cependant, je serai resté un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mais Sag, chien, comme vous appellerez un homme. Ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas, ce n'est pas à vous de le dire, c'est moi que cela regarde. Et afin que nous puissions tirer la chose au clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de la fleur rouge, que vous, chien, vous craignez. » Il jeta le pot sur le sol, et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant les sauts de la flamme. Mowgli enfonça la branche morte dans le feu, jusqu'à ce qu'il vit des brindilles se tordre et crépiter, puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête, au milieu des loups qui rampaient de terreur. « Tu es le maître, » fit Bagheera à voix basse. « Sauve Akela de la mort, il a toujours été ton ami. » Akela, le vieux loup farouche, qui n'avait jamais imploré pitié de sa vie, jeta un regard suppliant à Mowgli, debout près de lui, tout nu, sa longue chevelure noire flottant sur ses épaules, dans la lumière de la branche flamboyante, qui faisait danser et vaciller les ombres. « Bien, » dit Mowgli en promenant avec lenteur un regard circulaire. « Je vois que vous êtes des chiens. Je vous quitte, pour retourner à mes semblables, si vraiment ils sont mes semblables. La jungle m'est fermée. Je dois oublier votre langue et votre compagnie, mais je ne serai plus miséricordieux que vous. Parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang, je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux, comme vous m'avez trahi. » Il donna un coup de pied dans le feu, et les étincelles volèrent. « Il n'y aura point de guerre entre aucun de nous dans le clan, mais il y a une dette qu'il me faut payer avant de m'en aller. » Il marcha à grands pas vers l'endroit où Shere Khan, couché, clignait de l'œil stupidement devant les flammes, et le prit par la touffe de poils sous le menton. Bagheera le suivait en cas d'accident. « Debout, chien !» cria Mowgli. « Debout quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe. » Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête, et il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui.
Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil, parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Voici, et voilà comment nous les hommes nous battons les chiens. Remue seulement une moustache, Longri, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge. Il frappa Shere-Khan de sa branche sur la tête, tandis que le tigre gémissait et pleurnichait en une agonie d'épouvante. Peu, chat de jungle roussi, va-t'en maintenant, mais souviens-toi de mes paroles. La première fois que je reviendrai au rocher du conseil, comme il convient que vienne un homme, ce sera coiffé de la peau de Shere-Khan. Quant au reste, Akela est libre de vivre comme il lui plaît. Vous ne le tuerez pas, parce que je le défends. J'ai idée, d'ailleurs, que vous n'allez pas rester ici plus longtemps, à laisser prendre vos langues comme si vous étiez quelqu'un, au lieu d'être des chiens que je chasse. Ainsi, allez. Le feu brûlait furieusement au bout de la branche, et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle, et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Bagheera et peut-être 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors, Mowgli commença à sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même, quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota, et les larmes coulèrent sur son visage. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Je n'ai pas envie de quitter la jungle, et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Bagheera ?»« Non, petit frère, ce ne sont que des larmes, comme il arrive aux hommes, » dit Bagheera. « Maintenant je vois que tu es un homme, et non plus un petit homme. Oui, la jungle t'est bien fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli. Ce sont seulement des larmes. » Alors Mowgli s'assit et pleura comme si son cœur allait se briser. Il n'avait jamais pleuré auparavant, de toute sa vie. « À présent, dit-il, je vais aller vers les hommes. Mais d'abord, il faut que je dise adieu à ma mère. » Et il se rendit à la caverne où elle habitait avec Père Loup, et il pleura dans sa fourrure, tandis que les autres petits hurlaient misérablement. « Vous ne m'oublierez pas » dit Mowgli. « Jamais, tant que nous pourrons suivre une piste, » dirent les petits. « Viens au pied de la colline quand tu seras un homme, et nous te parlerons, et nous viendrons sur les terres labourées pour jouer avec toi la nuit. »« Reviens bientôt, » dit Père Loup. « Ô sage petite grenouille, reviens-nous bientôt, car nous sommes vieux, ta mère et moi. »« Reviens bientôt, » dit Mère Louve, mon petit tout nu, car, écoute, enfant de l'homme, je t'aimais plus que je n'ai jamais aimé les miens. « Je reviendrai sûrement, » dit Mowgli, « et quand je reviendrai, ce sera pour étaler la peau de Shere-Khan sur le rocher du conseil. Ne m'oubliez pas, dites-leur, dans la jungle, de ne jamais m'oublier. » L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline, tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes.